Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'€1 par mois, sans engagement. Grands entretiens. On retrouve Marie Cohen-Carichon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un grand entretien consacré au grand siècle féminin. Le terme grand siècle renvoie à la période du règne de Louis XIV, mais il a tendance à couvrir une période un petit peu plus large qui va de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Lorsqu'on évoque cette période, on pense à l'art de la sociabilité, à la vie élégante. On pense bien entendu au faste incarné par Versailles, aux chefs-d'œuvre dramatiques de Corneille, de Racine, mais aussi aux œuvres de charité, aux réformes monastiques, au développement de nouvelles spiritualités. Alors quel a été le rôle des femmes dans ces renouveaux ? Ce sont elles qui donnent le là aux conversations qui se tiennent dans le salon de leur hôtel particulier, et dont les sujets s'inspirent à la fois des méditations de l'oratoire et des nouveaux titres à la mode qui garnissent les étagères de la bibliothèque. Qu'est-ce que leurs propres œuvres et leur parcours nous permettent de comprendre de la civilisation classique ? Cette question, Marie-Joëlle Guillaume se l'est posée. Elle se l'est posée dans un nouveau livre qu'elle vient de faire paraître aux éditions Perrin. Le grand siècle au féminin, femme de foi, de culture et de gouvernement. Bonjour Marie-Joëlle Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégée, vous avez été professeure de lettres classiques, vous avez été journaliste et vous avez écrit de nombreuses histoires sur cette époque classique, à la fois avec un regard de femme de lettres et à la fois avec le regard de l'historienne. Et j'aimerais qu'on revienne sur le but de ce livre. Vous expliquez en introduction que le but de ce livre n'est pas de parler de la condition féminine au grand siècle. Quelle est alors votre perspective ? Ma perspective est celle de montrer qu'en fait, ce grand siècle que l'historien Daniel Rops au XXe siècle avait désigné comme le grand siècle des âmes, doit en fait énormément à l'empreinte féminine. Et qu'en réalité, c'est pas tant la condition féminine en elle-même qui est intéressante et qui m'a intéressée, que le fait de mettre en évidence l'action civilisatrice des femmes sur toute l'époque. Parce que ce grand siècle des âmes n'a été tel que parce qu'un certain nombre de femmes d'élite, d'une grande force d'âme, d'une qualité d'esprit et d'élégance aussi, et de volonté d'action aussi, un certain nombre de ces femmes ont joué un rôle majeur dans l'éducation de leur temps. Et c'est vrai de la première période, depuis la fin du règne d'Henri IV, le règne de Louis XIII et la régence d'Anne d'Autriche, qui est une époque assez chevaleresque, romanesque, une période volontiers héroïque dans l'histoire française et l'histoire littéraire aussi, jusqu'à la deuxième partie du siècle qui est plus marquée par la pensée de Saint-Augustin, par un certain pessimisme qui est issu de la période de la Fronde, où quand même beaucoup d'illusions ont été perdues. Eh bien, dans ces deux périodes, on peut dire que les femmes ont joué un rôle majeur dans la mentalité du siècle, et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée à mettre en valeur. Alors, qu'est-ce qui a guidé le choix des portraits que vous nous proposez, puisque votre livre, c'est une galerie de portraits ? Alors d'abord, c'est une galerie de portraits qui est thématique, en ce sens que je présente quelques grandes figures de la spiritualité, de la foi, on peut dire, quelques grandes figures de la culture, et d'autres qui se rattachent plutôt, alors aujourd'hui on dirait la politique, en fait c'est un peu le destin du royaume, parce que la politique c'est quand même d'abord le roi, mais elles ont joué un rôle dans l'esprit du temps. Alors,
quand j'ai parlé de spiritualité, ça m'a paru important parce que ce grand siècle des âmes commence par une première période qui est très marquée par le renouveau de la réforme catholique. Alors on connaît de grandes figures masculines, évidemment, Bérulle, Saint-Vincent de Paul, Ollier, Condrin, etc. Mais on ne sait pas assez qu'il y a des femmes qui ont nourri cet élan. Et je pense en particulier, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par Barbe Cary, Madame la Belle Cary, qui est au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, parce que son salon a été vraiment le lieu de la conversation, de conversation sur le ciel et avec le ciel. Voilà. Et puis il y en a d'autres. On va approfondir cette question du renouveau spirituel. Je trouve ça intéressant que vous accordiez une véritable place à ce renouveau spirituel et vous montrez vraiment les liens et l'impact de ce renouveau dans la société. Mais avant, une question de termes employés. Vous employez le terme âge d'or en introduction qui peut être assez controversé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on peut dire que ce grand siècle est un âge d'or, une apogée. En quoi il constitue une apogée selon vous ? Parce que il y a la conjonction de la profondeur et du brillant, d'une qualité d'être et d'influence, dont je pense qu'elle a eu un rayonnement très particulier. C'est une qualité, oui, c'est vrai que parler d'âge d'or peut peut-être faire un petit peu rêver, mais on peut considérer que c'est excessif. Je pense que, si vous voulez, il y a une maîtrise féminine sur les idées, mais surtout sur la manière d'être, sur l'art de vivre, qui est assez éclatante et qui, de ce fait, donne le sentiment d'un siècle de gloire. D'ailleurs, toute la première partie du siècle, c'est le temps de la gloire. Et puis ensuite, même quand l'horizon s'assombrit, après la Fronde et avec l'influence de l'augustinisme, il y a tout de même une maîtrise des choses que les femmes réussissent à sinon imposer, non pas du tout d'ailleurs imposer, mais instiller dans la société. Alors en effet, la France, vous venez de le dire, elle sort des guerres de religion, elle est meurtrie. C'est une période qui est compliquée, où il y a beaucoup de tensions sociales, et il y a ce renouveau spirituel. Quels sont les signes dans la société qui nous permettent de dire oui, il y a eu un renouveau spirituel? Quelles sont les choses qui se voyaient et qui permettent de dire que le Concile de Trente a eu un véritable impact en France à cette période-là? Alors, il y a déjà un exemple qui est celui des congrégations et des fondations de monastères. Je vous donne un seul exemple, c'est par le biais de Madame Cary, cousine de Bérulle, que le Carmel est implanté en France au tournant du siècle, en 1604. Eh bien, avec l'aide de religieuses espagnoles proches de Sainte Thérèse d'Avila, qui sont venues l'implanter en France, à la mort de la dernière religieuse espagnole en 1644, il y a 55 Carmels en France. Or, ils sont fréquentés par la bonne société qui vient s'y ressourcer, si vous voulez. Et il y a une véritable influence spirituelle que dans la seconde moitié du siècle aura aussi Port-Royal, sous une autre forme. Mais il n'y a pas de séparation spirituelle entre ces monastères pourtant contemplatifs et la société du temps. Elle vient s'y ressourcer. Et là aussi, les femmes jouent un rôle absolument majeur. Elles ne renoncent pas à leur rôle social brillant. C'est l'âge de la conversation, on y reviendra. Mais elles le nourrissent d'une vraie spiritualité. Qu'est-ce qui distingue la spiritualité masculine de la spiritualité féminine à cette période-là? Et je pense notamment au texte. Je n'insisterai pas d'abord sur la distinction, mais plutôt sur l'alliance. Parce qu'en réalité, hommes et femmes, ça se voit dès le salon de Madame Cary, grand mystique masculin et une grande mystique comme Madame Cary elle-même. Plus tard, Mère Marie de l'Incarnation, l'évangélisatrice du Canada. Elle est évangélisatrice du Canada comme le sont les jésuites, les pères jésuites à la même époque. Et ils vibrent tous d'un même élan, d'une même spiritualité, une sorte de contemplation du martyr. Enfin, il y a vraiment un don de soi-même, une capacité à se dépasser
qui est masculine autant que féminine. On peut dire qu'ils s'entraînent les uns les autres dans le même élan. Mais ce qui marque pour chacun la période, c'est la contemplation renouvelée du mystère de l'incarnation. En fait, c'est une période dont la spiritualité se veut très incarnée. Il y a une dévotion à l'Eucharistie, il y a toute une attention à la prière contemplative, et elle est masculine comme féminine. Mais ce qui est important, c'est que les femmes ne soient pas justement derrière, mais avec, et de la même manière. Vous le dites à un moment d'ailleurs dans votre livre, vous soulignez cette complémentarité dans les fondations, notamment entre les hommes et les femmes. Alors on connaît François et Claire d'Assise, mais vous mettez en parallèle François de Sales et Jeanne de Chantal, Louise de Marillac et Vincent de Paul. C'est-à-dire que ces renouveaux, ils sont menés vraiment de front par les deux genres, et il n'y a pas de problème de fonder des choses communes entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence, d'opposition entre les hommes et les femmes. Non, dans l'histoire de l'Église, il y a souvent cette complémentarité quand on pense aux saints, que vous venez de les citer, une sainte et un saint. Bon, mais l'exemple que je donnerais, c'est précisément celui de Louise de Marillac. J'ai publié il y a quelques années une biographie historique de Saint Vincent de Paul, un saint au grand siècle. J'y parlais de Louise de Marillac, et il m'a été demandé par un certain nombre de lecteurs si on ne pourrait pas mettre un peu plus l'accent sur Louise aussi. Bon. Et de fait, son portrait figure dans mon dernier livre. Et en travaillant sur ce portrait, j'ai vu à quel point il y avait une vraie complémentarité entre eux. Alors, au début, Vincent de Paul est son père spirituel, mais petit à petit, elle lui-même lui donne des responsabilités, lui demande de les exercer. Quand elle veut que les filles de la charité soient aussi les filles de Saint Vincent, il lui dit, mais gouvernez! Allez-y. Bon. Et en fait, elle apporte son empreinte personnelle. Souvent, elle va avoir des intuitions fondatrices à propos de leur œuvre commune. C'est elle qui a l'intuition et non pas Saint Vincent de Paul. Alors qu'on a plutôt tendance à penser l'inverse. Donc là aussi, si vous voulez, c'est une époque qui est fascinante par cette complémentarité acceptée, assumée, rayonnante entre hommes et femmes. Dans une union des esprits et des cœurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés au quotidien ou des différences de tempérament ou autres, mais c'est peut-être ce qui explique le rayonnement civilisateur, c'est que il y a cette complémentarité, cette union. Alors vous parlez bien entendu des œuvres de charité, puis des grandes fondatrices. De quoi la France a besoin à cette période-là ? Elle a besoin précisément d'un renouveau, parce qu'on sort des guerres de religion qui ont tout détruit. C'est-à-dire que au plan, alors on parlera pas ici de l'aspect protestant, puisque c'est le catholicisme qui a nourri ce livre, mais c'est pareil, si vous voulez. Tout a été détruit. On est dans des logiques de pouvoir et non pas d'abord de spiritualité. Donc, ce qui a été très important, c'est de retrouver le sens profond spirituel des choses. Il y fallait des êtres d'exception qui soient capables d'entraîner les autres. Et ce qui m'a intéressé à montrer dans ce livre, c'est que ces êtres d'exception ont été des femmes, au moins autant que les hommes, et peut-être encore plus parce que elles montraient l'étoile en quelque sorte. Oui, il y a le souci des pauvres, le souci des malades. On a tendance à oublier un peu, mais les épidémies sont constantes. Alors, quand on fait des recherches sur la période, on est frappé de cela. Hein. Les épidémies sont constantes. Ça fait partie de la vie. Oui, alors on parle de la peste, c'était peut-être des formes différentes de peste. Enfin, les épidémies de peste se succèdent. Dans la vie de Louise de Marillac, il y a la grande épidémie de peste à Paris autour de 1630 jusqu'en 1632-33, mais il y en a d'autres, et finalement on est sans cesse confronté à la mort, par la maladie, par la guerre, et là aussi c'est un élément fort de l'époque que cette considération du bien mourir. Il s'agit on regarde la mort en face, on croit à l'éternité, et on cherche à mettre sa vie en conformité avec un destin d'éternité qui ne soit pas trop triste. Donc voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté ? Oui.
Alors, il y a beaucoup de pauvreté, et c'est pour ça que l'œuvre d'une Louise de Marillac et d'un Saint Vincent de Paul est si importante. C'est le revers des choses, si vous voulez. Vous avez une période qui est brillante. On va en parler, je pense, au plan de la vie sociale comme de la vie littéraire. Il y a l'époque de la gloire, mais il y a le revers de la médaille, qui est la guerre de 30 ans, qui sera après, au tournant du siècle, entre 1648 et 1653, la Fronde, qui est une guerre civile. Et c'est terrible, une guerre civile. Donc ça multiplie les pauvres, les malades, ceux qui sont dans la famine aussi. Chaque fois que vous avez la guerre, vous avez des périodes de famine. Et ce sont des femmes qui montrent le chemin. Avec Louise de Marillac, il va y avoir les filles de la charité auprès des plus pauvres, qui sont des filles de la campagne, qui viennent avec toute leur proximité avec les pauvres. Et puis il y a les dames de la charité, dames de la haute noblesse et dames du milieu de la magistrature, qui ne craignent pas de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire finalement d'aller porter le bouillon chez des pauvres. Et ça se voit particulièrement à Paris, des femmes qui vivent dans des hôtels particuliers raffinés, mais qui ne craignent pas d'aller voir les plus pauvres, de les soigner à l'Hôtel-Dieu, de leur donner la collation, voilà. Et ça, c'est important. Ce sont des contrastes, si vous voulez. Le XVIIe siècle, le grand siècle, est un siècle de contrastes, mais il est passionnant humainement, parce que derrière ces contrastes, vous avez une qualité de regard sur l'autre qui est assez étonnante, et où là aussi les femmes ont joué un rôle, parce que il y a une attention du cœur qu'elles ont supportée. Alors je trouve ça intéressant d'avoir mis Barbe Hakkari, qu'on connaît moins en introduction de votre ouvrage. Et bien sûr, vous parlez de Jacqueline Arnaud, cette femme qui est beaucoup plus connue, puisque elle est un petit peu un symbole, le symbole du jansénisme. Donc cette femme, elle va être en quelque sorte un chef de file de ce mouvement qui est à la fois religieux, à la fois politique, et elle va attirer vers elle aussi toute la haute société de cette époque. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, Jacqueline Arnaud, en religion, Mère Angélique Arnaud, c'est surtout comme ça qu'elle est connue. Mère Angélique Arnaud réforme le Carmel de Port-Royal alors qu'elle a 18 ans. Et c'est bien plus tard que elle va être amenée à son corps défendant, à son cœur défendant, à entrer dans la querelle janséniste. C'est 30 ans plus tard, si vous voulez. Alors, il faut bien savoir que Port-Royal a été de bout en bout un monastère de femmes. On l'oublie parce qu'il y a eu évidemment le Grand Arnaud, il y a eu Saint-Cyran, il y a eu Pascal et les provinciales, il y a eu toute la querelle des jansénistes qui va durer plusieurs dizaines d'années et qui commence dans les années 40 du siècle. Mais tout au début du siècle, Mère Angélique Arnaud a ramené l'abbaye de Port-Royal à la stricte observance, c'est-à-dire lui a fait retrouver une véritable ascèse et une véritable spiritualité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Angélique n'avait pas de vocation au départ. Elle a été mise au couvent par décision familiale. Enfin, c'était les familles qui décidaient des états de vie des enfants, soit dans le mariage, soit dans la vie consacrée. Mais elle a vécu une conversion à l'adolescence, et à partir de là, c'est une âme de feu. Alors c'est une âme souvent tourmentée, qui est d'une folle exigence vis-à-vis d'elle-même, mais parfois sans grande charité pour elle-même, mais qui saura effectivement, notamment auprès de femmes de la haute société, exercer un rayonnement particulier. Puis aussi pour toute sa famille, parce que toutes les personnalités féminines de la famille Arnaud entrent à la demande finalement, à l'insistance d'Angélique à Port-Royal. Et puis dans sa famille, il y aura plusieurs solitaires, les fameux messieurs de Port-Royal, qui gravitent autour de l'abbaye et qui eux aussi se trouvent dans... Alors là, c'est plus la période janséniste, mais se trouvent aussi dans une sorte de symbiose spirituelle avec l'abbaye. Et ce qui est intéressant à comprendre aussi quand on vous lit, c'est qu'il y a une véritable tension chez ces femmes-là entre une vocation religieuse, certaines, vous dites, sont appelées, rêvent de devenir religieuses, et puis leur rôle de femme dans la société, qui est un rôle qui est le rôle de se marier en fait. Et cette tension
influencent ou contrarient leur parcours. Je crois que c'est Louise de Marillac et Barbe Accari qui sont comme ça, qui ont dû se marier alors qu'elles ne voulaient pas. Quel est le rôle en fait de ces vocations dans cette société, en fait, de ces vocations contrariées dans cette société qui appelle les femmes, bien sûr, au mariage, puis à la maternité Enfin, qu'ils les appellent pas toutes, qui quelquefois justement les envoient au couvent alors qu'elles préféraient se marier, ou l'inverse. Je crois qu'il y a une sorte de sagesse quand même dans ce siècle qui fait que on accepte en définitive sa condition et on en tire le meilleur. Et alors, il y a tout de même une chose, c'est que les femmes qui avaient des aspirations spirituelles fortes et qui vivaient par ailleurs en représentation dans la haute société ont eu la très grande chance en 1609 de pouvoir découvrir l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, qui n'était pas encore saint, mais l'évêque de Genève-Annecy. L'introduction à la vie dévote, c'est un texte absolument délicieux qui est un petit peu suranné aujourd'hui, mais qui garde quand même un grand charme, que saint François de Sales a dédié à une de ses cousines pour l'aider à vivre dans le monde avec finalement un esprit de prière et d'union à Dieu. Et c'est exprimé d'une manière tellement charmante que beaucoup de femmes du monde, je parle dans mon livre notamment de la marquise de Rambouillet, bien sûr, mais pas elle toute seule, se sont inspirées de ce texte pour vivre à l'intérieur de leur vie de femmes mariées ayant un certain nombre de devoirs sociaux, une vie spirituelle authentique. Donc là, elles ont bénéficié, si vous voulez, quand même d'une formation qui leur a été destinée, qui était tout en souplesse, mais qui a eu l'introduction à la vie dévote a eu une énorme influence à l'époque. Et parallèlement, dans le domaine littéraire, le fameux roman en beaucoup de tomes, L'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui était aussi une éducation à un art de vivre raffiné, alors pas religieux, plutôt du côté de l'amour, mais de l'amour entre hommes et femmes, mais là aussi très rayonnant et permettant de se trouver heureuse dans son état de vie. Comment sont élevées les femmes de la haute société ? Elles sont élevées au couvent. On les envoie au couvent. Souvent on les envoie au couvent. Pas toujours. La marquise de Rambouillet, par exemple, qui a eu 7 enfants, dont plusieurs filles, avait ses filles chez elle, et voilà, elles avaient les précepteurs, etc. Mais souvent, elles étaient envoyées effectivement au couvent. Mais voyez par exemple une Madeleine de Scudéry, qui est un de mes portraits, et j'étais contente de parler d'elle parce qu'elle a souvent été, elle est très peu connue aujourd'hui, mais dans le passé elle l'était, et elle a été un petit peu caricaturée. Eh bien, elle avait une grande liberté d'allure parce que justement elle n'avait pas été envoyée au couvent, c'était un oncle qui l'avait élevée après le décès de sa mère, et en fait elle a été ouverte à toutes les disciplines intellectuelles et elle en a fait bon usage. Oui, il faut imaginer que si elles deviennent femmes de lettres et femmes de salon, c'est qu'avant, elles ont quand même une éducation lettrée, elles ont appris le grec, le latin, elles ont lu la littérature. Alors, il y a cela, effectivement. Il y a aussi quand même l'imprégnation familiale, si vous voulez, parce que ce sont des femmes qui vivent dans un milieu où l'on reçoit les sommités intellectuelles du temps, où il y a la conversation à la maison. Une marquise de Sévigné, quand elle était jeune fille, mademoiselle de Rabutin-Chantal, voyait dans le salon familial défiler tout un aréopage qui pouvait la sensibiliser à la littérature, à l'art et à beaucoup d'éléments de la vie intellectuelle. Quelles sont les femmes de culture que vous avez choisies pour votre livre ? Alors, j'en ai choisi 4. D'abord, la marquise de Rambouillet. Alors, la marquise de Rambouillet, c'est une vieille histoire d'amitié, puisqu'en 2007, j'avais publié un roman autobiographique. Je lui avais donné la parole, alors qu'elle n'a pas écrit, elle n'a jamais écrit. En revanche, elle a reçu pendant 30 ans, entre 1618 et 1648, tout ce qui comptait en France.
Et j'avais voulu lui donner la parole parce que il me semblait qu'il y avait dans cette personnalité à la fois rayonnante, elle était très belle, elle exerçait un véritable charme sur son entourage, quelque chose qui était à mettre en valeur. Donc là, cette fois-ci, j'en ai parlé de l'extérieur en présentant son portrait, mais c'est une source, si vous voulez. C'est une source pour son époque. Donc, ça m'a paru important de la présenter. Ensuite, j'ai présenté Madeleine de Scudéry. Je vous en disais quelques mots. En fait, c'est une romancière. C'est une féministe tendre. C'est-à-dire que c'est pas une féministe à revendication. D'ailleurs, l'époque ne s'y prêtait pas. Mais virulente, pas du tout. Mais en revanche, elle s'affirme bien. Et son roman La Clélie, qui est complètement oublié, complètement illisible aujourd'hui, qui a paru entre 1654 et 1660, a été le plus grand succès de librairie du XVIIe siècle. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Et elle se voulait au service d'une véritable paideia, c'est-à-dire démarche éducative de la société à travers ses romans. Donc c'est intéressant parce que elle a exercé une grande influence. À la fin de sa vie, elle est morte, elle avait plus de 90 ans, c'était une sorte de monument et on l'appelait l'universelle avec un U majuscule. Elle a failli entrer à l'Académie française plusieurs siècles avant Marguerite Yourcenar et elle avait ces recueils de conversations à la fin de sa vie, ont été répandus dans toute l'Europe cultivée. Donc vous voyez, c'est important. Après, je me suis penchée sur Madame de Sévigné, puis Madame de Lafayette. Alors, Madame de Sévigné, on croit bien la connaître. En fait, on cite toujours les mêmes extraits de quelques lettres. Et les 3 tomes de sa correspondance dans la Pléiade sont passionnants. Alors, pas uniformément passionnants, parce qu'il y a des lettres qui sont des lettres d'affaires. Bon. Mais par ailleurs, le côté très primesautier, très enlevé de sa vision des gens, des êtres et des choses autour d'elle, est extrêmement révélatrice de l'esprit du temps. Et sa correspondance n'était pas faite pour être imprimée. C'est une indiscrétion de la postérité, mais finalement elle représente admirablement le grand siècle. Quant à Madame de Lafayette, évidemment on pense à la princesse de Clèves, son influence, ses qualités littéraires, sa présence intellectuelle et son influence dépasse ce simple roman qui n'est pas rien, puisque c'est vraiment le premier roman d'analyse de la littérature française. Mais Madame de Lafayette gagne à être connue aussi. Donc ce que j'ai voulu montrer à travers tout cela, c'est une évolution de l'état d'esprit au cours du siècle, mais le fait que finalement s'enracine cet âge de la conversation n'aurait rien été sans les femmes qui ont ouvert leur salon, ouvert leur esprit, collaboré elles-mêmes on peut dire au rayonnement de leur temps. Qu'est-ce que vous appelez art de la conversation ? Alors, cela consiste à savoir parler à bon escient. Ça a été codifié par Mademoiselle de Scudéry. Savoir parler à bon escient, savoir se taire aussi, savoir mettre en valeur les interlocuteurs. Le XVIIe siècle aurait été horrifié de nos débats actuels où on se coupe la parole à tout bout de champ. L'art de la conversation, c'est au fond s'élever ensemble à un loisir intellectuel qui grandissent chacun. Donc ça, il y a l'échange d'idées, mais à la différence du XVIIIe siècle, qui sera beaucoup plus, je ne dirais pas idéologique parce que c'est un mot anachronique, mais qui sera quand même beaucoup plus tourné vers l'échange d'idées. La conversation au XVIIe siècle, c'est un échange de bons mots, d'appréciation sur le monde autour, de points de vue sur la littérature, sur l'art. On partage les choses, et au début du siècle, on partage la spiritualité, mais dans un état d'esprit où finalement, on fait de la conversation une œuvre d'art commune.
Voilà. Alors évidemment, ça disparaît avec les gens qui parlent. Et c'est Sainte-Beuve qui a dit à propos de Voiture, qui était Vincent Voiture, qui était l'ornement de l'hôtel de Rambouillet, que il avait mis en quelque sorte son art en viager de la conversation, parce que à partir du moment où Voiture disparaît, ces mots d'esprit, ceux qui n'avaient pas été écrits, il en écrivait de temps en temps, mais ont disparu avec lui. Mais même cet aspect éphémère est goûté extrêmement par la société du temps, parce que c'est une manière justement de goûter le temps, de dépenser le temps ensemble en élevant les esprits et les cœurs. Et pour ça, la marquise de Rambouillet a été une éducatrice de tout son temps. Alors on imagine l'ambiance, notamment dans cette chambre bleue de la marquise de Rambouillet, qui était donc dans son hôtel particulier, et qui, si je me trompe pas, était connue puisque c'est la première qui a décidé de peindre en bleu, je crois, voilà, les chambres. C'est ça. Les éléments du décor étaient en vert et rouge à l'époque, et son mari lui a offert une brocatelle bleue et or qui effectivement a entouré. Alors la chambre bleue, ne nous méprenons pas, c'est un salon, et même assez vaste. Mais on présentait ça comme une chambre, et voilà. La chambre bleue était véritablement connue de tout Paris, et l'a été pendant des dizaines d'années. Donc on imagine cette effervescence d'idées, donc avec tout le renouveau spirituel, de philosophie, on parle littérature, et par contre dans les lettres de Madame de Sévigné, on parle potin. Donc si on veut tout apprendre sur qui a épousé qui a vu qui, dans quel carrosse, dans Paris, il faut lire Madame de Sévigné. Oui, mais enfin il faut pas non plus la réduire à ça, parce que c'est vrai qu'il y a... Mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Il y a effectivement des potins, mais il y a aussi une observation avec beaucoup d'acuité des êtres et des choses autour d'elle. Alors Madame de Sévigné, aurait bien voulu être quelque chose à la cour. Ce n'était pas le cas. C'était plutôt à la ville qu'elle exerçait son influence et sa présence. Mais elle avait tout de même des entrées indirectes à la cour, elle aimait bien raconter un certain nombre de choses qui s'y passaient. Et puis elle a été quand même le témoin du temps. Et quand l'un de ses petits-fils part avec Monseigneur le Dauphin à la guerre lors de la Ligue la guerre de la Ligue d'Augsbourg, elle se tient au courant, elle raconte, elle écrit. Et elle écrit évidemment essentiellement à sa fille, Madame de Grignan, la grande passion de sa vie, et qui est éloignée d'elle à ce moment-là. Elle écrit, donc aujourd'hui on sait les lettres qui ont été écrites par Madame de Sévigné, mais dans le cas par exemple de Madeleine de Scudéry, il faut rappeler qu'elle a un frère Georges qui écrit aussi, et on ne sait pas toujours qui a signé les œuvres. À l'époque, les femmes signent avec des noms masculins, ont honte de signer elles-mêmes. Comment ça se passe ? Non, c'est une chose que nous imaginons volontiers aujourd'hui, mais en fait c'est pas exactement l'esprit du temps. Je vais venir à Georges et Madeleine de Scudéry, parce que Georges est effectivement un phénomène pas très sympathique. Bon, mais il ne faudrait pas tout juger à partir de là. Non, il y a un phénomène social avant tout, et si je vous dis que le duc de La Rochefoucauld illustre bien ce phénomène, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'abord de féminin. C'est le fait que on ne veut pas en signant ses œuvres, être assimilé à un artisan de l'écriture, et donc d'une certaine manière de déroger de sa noblesse. Donc quand on appartient à la noblesse, surtout la haute noblesse, on ne signe pas. C'est pas spécifiquement masculin ou féminin. Voilà. Madame de Lafayette n'a pas signé ses œuvres, mais a laissé quand même entendre que c'était elle, et puis on l'a su. Mais le duc de La Rochefoucauld n'avait pas signé ses maximes, et d'une manière générale, et Mademoiselle de Scudéry non plus. Alors, cela dit, son frère aîné, il a presque 10 ans de plus qu'elle, son frère aîné avait pris le privilège royal, c'est-à-dire pouvoir imprimer des ouvrages qu'ils ont au départ sans doute écrits à 4 mains. En fait, Georges s'est probablement adjugé la paternité d'œuvres qui étaient au moins communes. Bon, et on a su après qu'en fait plusieurs des premières publications étaient en réalité les œuvres de sa sœur. Alors, il se vantait d'avoir formé sa sœur. Il faut dire aussi qu'il est devenu très tôt membre de l'Académie française.
quand l'Académie française est fondée par Richelieu en 1635, Madeleine est encore très jeune, hein, et Georges de Scudéry devient académicien. C'est aussi un homme de théâtre, c'est un poète. Il est assez content de lui. Il a joué un rôle qui n'est pas à son honneur dans la querelle du Cid, puisqu'il a publié justement, les sentiments de l'Académie sur le Cid lui doivent beaucoup. Et en fait, il a fait de l'ombre à sa sœur jusqu'au moment où elle a été capable de montrer par elle-même que elle pensait, elle écrivait, elle a été reconnue, si vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine sur cette période-là, en fait, sur l'effacement des femmes. Oui, parce que, je vous dis, on peut pas parler, au plan social, il est certain que les femmes sont sous tutelle, d'une certaine manière. Elles passent de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari. Il y a un moment, si elles sont dans le monde où elles sont parfaitement libres, c'est quand elles sont veuves. Alors là, elles ont la liberté, y compris d'administrer leurs biens comme elles veulent. Bon. Et c'est le cas de Madame de Sévigné. Et c'est le cas de Madame de Sévigné, tout à fait. Et alors ça, c'est l'aspect social. Mais moi, ce qui m'a frappé en plongeant dans la vie de ces femmes, c'est leur très grande liberté, en réalité, leur très grande liberté d'action, et le fait qu'elles sont capables d'exercer et des responsabilités et une influence sur les hommes, notamment, et sur leur temps, sans être, je dirais, intellectuellement ou même socialement sous tutelle. C'est subtil, si vous voulez. Il y a une tutelle qu'on pourrait appeler juridique ou administrative, et puis après, il y a la capacité d'agir. On le voit avec les Dames de la Charité auprès de Saint-Vincent de Paul et Louise de Marillac, parce que ces femmes vont prendre la direction financière et d'organisation de toutes les œuvres de charité de Saint-Vincent de Paul. C'était les Dames de l'Hôtel-Dieu de Paris, de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, et elles ont exercé ce rôle qu'on appellerait aujourd'hui dans l'Église le rôle d'un laïcat féminin. Bon, mais elles l'ont fait, et avec beaucoup de succès et de rayonnement. Alors votre quatrième partie, vous le consacrez non pas à des personnalités, mais à des personnages. Là, c'est la femme de lettres qui s'exprime. Oui, je dois dire que j'ai éprouvé une joie particulière à voir les héroïnes du théâtre classique. Alors, Corneille, Racine et Molière, bien sûr. Et c'est vrai que on peut dire que j'ai retrouvé la joie du professeur de décortiquer les textes un peu. Mais je pense, si vous voulez, que les héroïnes de théâtre, comme c'est une période qui est passionnée par le théâtre, représente tout à fait l'esprit de l'époque. Et je me suis dit que c'était intéressant de donner aux lecteurs d'aujourd'hui, à travers ces héroïnes, ces personnages de théâtre, des clés pour comprendre. Par exemple, l'époque de Corneille, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de l'héroïsme. Vous avez évidemment Chimène dans le Cid. Chimène, qui est peut-être le personnage plus complexe que Rodrigue, et qui finalement est peut-être plus, je voudrais pas faire de féminisme excessif, mais plus intéressante que Rodrigue, parce que véritablement elle est au cœur d'un débat qui était dur à assumer pour une femme, puisqu'elle continue à aimer le meurtrier de son père. Enfin, c'est pas facile. Mais indépendamment de Chimène, vous avez une héroïne comme Émilie dans la pièce de Cinna, qui est une pièce politique qui reflétait des drames et des complots et des conspirations politiques du temps, au moins autant que l'aspect historique. Vous avez Pauline dans Polyeucte, qui est une tragédie religieuse pour le coup. Vous avez Camille et Sabine dans Horace qui est une pièce de Corneille un peu, je dirais un peu dure, un peu froide. Mais ces femmes-là donnent l'humanité à cette pièce. Et puis alors on s'aperçoit chez Corneille, non, je viens de vous en parler, mais chez Racine, c'est la deuxième partie du siècle, beaucoup plus tourmentée avec le jansénisme, l'augustinisme, dont on trouve des traces dans ces héroïnes comme Phèdre, comme Hermione, qui vont jusqu'au bout d'elles-mêmes, mais presque à la folie. Eh bien, dans ce théâtre-là, on s'aperçoit que les femmes reflètent en fait admirablement l'esprit du temps. Et pour comprendre ce qu'ont été les
les dilemmes spirituels, politiques de l'époque, rien de tel que ce théâtre. Et chose qui nous échappe parfois et que j'ai voulu rappeler dans le livre, ce sont justement toutes ces correspondances avec l'esprit du temps. Il y a des tirades de Sabine dans la pièce d'Horace qui font penser au tourment d'Anne d'Autriche au moment de la guerre de 30 ans où elle a le cœur déchiré, elle est l'épouse de Louis XIII et en même temps elle est la fille d'Espagne, infante d'Espagne. Et elle a tendance à vouloir que ce soit l'Espagne qui gagne. Oui, il y a aussi donc des personnalités, je dirais plus politiques dans le livre, telles que la duchesse de Longueville, Amazone de la Fronde, Anne d'Autriche, cette grande reine qui mérite d'être mieux connue, et puis Madame de Maintenon. Mais Madame de Maintenon aussi aura des liens avec le théâtre. Les 2 dernières pièces de Racine qui changent de l'inspiration précédente, Esther et Athalie, sont à la commande de Madame de Maintenon. Oui, vous parlez bien entendu des femmes politiques. Alors, Anne d'Autriche, on va pas y revenir longuement, chers auditeurs, je vous renvoie à l'interview que j'ai menée avec Jean-François Solnon, qui a écrit une très belle biographie d'Anne d'Autriche. Vous parlez de Madame de Maintenon. Alors, ce qui est passionnant dans ce chapitre, c'est que Madame de Maintenon, elle a une enfance, elle a une carrière complètement rocambolesque. Ah mais complètement, sa vie est un roman. C'est un roman. C'est un roman d'aventure. Puis surtout, quand la petite Françoise d'Aubigné ne pouvait pas imaginer, étant enfant, un destin pareil. Alors c'est la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, le poète des tragiques, mais son père était lui-même un très mauvais sujet, qui a fait de la prison. Il avait épousé la fille de son geôlier. Ils sont partis aux îles, comme on disait à l'époque. Et bon, il y a fait une espèce enfin on peut dire des affaires qui étaient à la limite des affaires troubles. La petite Françoise a donc passé une partie de sa vie sous des horizons qui lui valaient après ensuite de la part du chevalier de Méret le surnom de la belle indienne. Mais voilà, avec une famille un peu déstructurée, puis son père est mort, elle avait été recueillie par une tante, une famille protestante. Au départ, elle est élevée donc dans le protestantisme, ça changera plus tard. Enfin, elle va épouser à 16 ans le poète Scarron, qui est un poète burlesque, auteur aussi des fameuses mazarinades, certaines mazarinades tout à fait, comment dirais-je, assez scandaleuses dans la manière d'être rédigée. Elle l'épouse, il est infirme, il est affreux à voir, mais il a beaucoup d'esprit. Il lui propose de l'épouser parce qu'elle est assez pauvre à l'époque, et voilà. Et elle dira, j'ai mieux aimé l'épouser qu'un couvent, parce qu'il lui avait proposé au départ de la doter pour entrer au couvent. Ce sera finalement un mariage assez court, 8 ans, pendant lequel tout Paris défile dans cet hôtel que Scarron appelait avec humour l'hôtel de l'impécuniosité, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et ça a été un apprentissage extraordinaire. Et elle a connu les plus grandes figures littéraires du temps. Et plus tard, elle sera à la cour de Louis XIV, lorsqu'elle l'aura épousé, elle deviendra son épouse morganatique après bien des aventures. En 1683, elle saura donner un éclat très particulier à la dernière partie du règne, au nom justement de tous ces apprentissages intérieurs. Enfin, on ne pouvait pas imaginer, elle a été la gouvernante des enfants adultérins de Louis XIV et de Madame de Montespan pendant plusieurs années. On ne pouvait pas imaginer un destin pareil. Et la fondation de Saint-Cyr et tout ce qui s'en est ensuivi. Vous citez Benedetta Craveri dans votre ouvrage qui dit « Plus que tout autre conflit de l'histoire de France, la Fronde apparaît comme une guerre de femmes ». J'aimerais élargir la question. Est-ce que le grand siècle est, plus que tout autre siècle,
le grand siècle des femmes? Alors, pas plus que tout autre siècle, parce que sans être une médiéviste très avertie, je vous dirais que le XIIIe siècle a été aussi une grande époque pour la femme. C'est le moment où elle civilise la chevalerie à travers les cours de littéraires et poétiques des châteaux. Mais oui, on peut dire que effectivement c'est un grand siècle de la femme. Le livre de Benedetta Craveri m'a beaucoup intéressée. Elle l'intitule L'âge de la conversation et ça me paraît extrêmement juste pour définir le siècle. On a parlé de la conversation tout à l'heure. C'est une qualité de lien entre les êtres qui est assez unique finalement. Le siècle a éprouvé une sorte de fascination pour le meilleur de la romanité. Il y a une sorte de renaissance d'un esprit cicéronien à l'époque. Et comme l'a noté Marc Fumaroli, la grande chance de cette époque a été de voir à la fois une renaissance cicéronienne et une renaissance augustinienne. C'est-à-dire que finalement, l'augustinisme conduit à une analyse en profondeur des âmes qui va donner beaucoup à la littérature aussi. Et je terminerai par une autre citation de Marc Fumaroli. Le dialogue entre la bibliothèque, l'oratoire et le salon est au cœur de la France classique. C'est dans la diplomatie de l'esprit. Et si vous voulez comprendre en quoi les femmes ont eu un rôle majeur dans ce dialogue, je vous conseille bien sûr, chers auditeurs, de lire, de parcourir l'ouvrage de Marie-Joëlle Guillaume, Le grand siècle au féminin, femmes de foi, de culture et de gouvernement. Vous apprendrez sur des femmes en particulier. On n'a pas pu évoquer tout le monde, bien entendu. Mais à force de lecture, on se rend compte aussi des mentalités, de l'ambiance et de la réalité d'une société qu'on a tendance un petit peu à caricaturer. Merci à vous, Marie-Joëlle Guillaume. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.